3, 2, 1, allez c'est parti, je me lance. J'espère que vous allez bien et c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas enregistré le podcast. Je crois que le dernier que j'ai enregistré c'était en décembre 2021. Donc un sacré petit bout de temps. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que cet épisode, celui dont on va parler, je l'ai écrit il y a un moment, peut-être 3-4 mois, mais je n'ai pas trouvé un seul moment pour l'enregistrer. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène, et je suis sûre que vous n'êtes pas passé à côté de cette extraordinaire série, qui est Squid Game. Et je vous avoue, j'ai moi-même été happée par les sirènes de son succès. Un bref récapitulatif pour les personnes qui n'ont pas encore succombé à la tentation. Squid Game, c'est la série qui réalise le plus beau démarrage de l'histoire de Netflix, avec 111 millions de vues en 28 jours. C'est une série dramatique d'origine coréenne qui met en scène 456 joueurs et qui ont un point commun, celui d'être des marginaux sociaux. On va les suivre durant à peu près 9 épisodes où ils vont participer à des jeux d'enfants qui sont en réalité des jeux de survie. Et ils vont devoir s'affronter jusqu'à la mort pour espérer gagner 456 milliards de won, le won qui est la monnaie sud-coréenne. Et à la fin de ces jeux de survie, il n'en restera qu'un. Je ne vous le cache pas, c'est assez surprenant et violent, voire très violent. Avant de regarder Squid Game, je n'ai pas été spoilée de part et d'autre, et quand je les ai vus jouer à 1, 2, 3 soleil, je me suis dit « Ah bah ça va en fait, c'est plutôt tranquille ». En fait, non, pas du tout. Toutes les personnes qui bougent lorsque la poupée, vous savez, la cousine asiatique d'Annabelle et de Chucky, en beaucoup moins vilaine, se retourne, les joueurs se font fusiller sur place. Et là, on se dit, mais c'est quoi ce délire ? Parce que pour le coup, on s'y attend vraiment pas. Alors, c'est vrai que dans notre esprit, 1, 2, 3 soleil est un jeu d'enfant. Et donc, par définition, c'est un jeu innocent. Alors derrière la violence de ces jeux, il y a quelque chose de plus complexe à découvrir. Ils ne sont que l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, dans un regard, on va parler d'une notion en psychologie. Il s'agit du triangle de Karpman, popularisé à la fin des années 60 par le psychologue Stephen Karpman, et qui met en évidence certains dysfonctionnements relationnels. Et c'est grâce à Squid Game que je vais vous expliquer. Mais d'abord, revenons aux fondamentaux. Qu'est-ce que le triangle de Karpman ? Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Alors pour vous expliquer, je vais m'appuyer sur 2 sites que je remercie, penserchanger.com et apprendreaéduquer.fr, qui sont des mines d'informations sur le sujet. Alors n'hésitez pas à les parcourir pour plus de détails, parce que de mon côté, je vais uniquement poser le cadre pour que vous ayez une meilleure compréhension du sujet d'aujourd'hui. Imaginez ou même dessinez carrément un triangle et dans chaque angle, vous noterez un profil. Le premier, la victime. Donc son rôle, c'est se plaindre, subir. Dans quel but ? Dans le but de chercher à dominer en apitoyant autrui sur son sort. Autrement dit, je suis faible, on doit m'aider. Il compte sur les autres pour régler ses problèmes ou ceux de la société. Pourquoi ? Parce qu'en général, c'est une personne qui vit un malaise interne. La victime a besoin d'attirer l'attention sur elle et en particulier l'attention du sauveur. Alors pour des personnes ayant des problèmes de manque affectif, c'est une situation idéale pour recevoir la compassion, de la protection et même de l'attention. Généralement, la victime ne connaît pas ses propres besoins et c'est pourquoi elle a besoin que quelqu'un y subvienne et elle espère que quelqu'un d'autre s'en chargera. C'est là qu'entre en scène notre héros, le fameux sauveur. La victime aime se plaindre et elle se sent parfaitement légitime pour le faire et ça lui fait du bien d'extérioriser ses plaintes. C'est quelqu'un aussi qui a du mal à reconnaître ses responsabilités et ça l'arrange puisqu'elle n'aura, dans ce cas-là, pas à faire d'efforts pour changer. Si je ne suis pas responsable, pourquoi devrais-je changer ? Quelle idée absurde ! Comme elle est la victime, tout le mal est dû au persécuteur et cela lui donne ainsi une image de personne irréprochable.
Dans Squid Game, tous les joueurs individuellement représentent la victime, les victimes. Tout au long de la série, on va suivre 7-8 personnages sur les 456. Certains, comme le personnage principal, Seong Jin-hoon, collent parfaitement aux grandes lignes de l'archétype de la victime que nous avons décrit un petit peu plus haut. Or, Seong est un ancien salarié du BTP qui va se retrouver au chômage suite à la fermeture de son entreprise et va développer une addiction au jeu et malheureusement contracter de nombreuses dettes auprès de ses proches et surtout de la mafia. C'est un personnage qui est attachant, sympathique et extrêmement généreux. Le problème, c'est qu'il est généreux avec l'argent qu'il n'a pas. Il a du mal à prendre ses responsabilités, et notamment sur le sujet de ses dettes. Il va constamment mentir, trouver des excuses et ne fera rien, mais rien de rien pour se sortir de cette situation. Comme un adulte de manière responsable. C'est-à-dire en trouvant du travail, lui préfère compter sur son meilleur ami, sur sa mère chez qui il vit et à qui il vole régulièrement de l'argent pour pouvoir éponger ses dettes ou miser. Le deuxième angle du triangle, vous pourrez noter bourreau, persécuteur si vous voulez. Alors son rôle, c'est de dévaloriser et critiquer. Dans quel but ? S'imposer. Parce que qui mieux que lui sait ? Il a toujours raison. Il sait mieux que tout le monde. Le bourreau est davantage dans l'action, dans un rôle de justicier, voire de donneur de leçons. Pourquoi il fait ça ? Parce qu'il a besoin de libérer ses pulsions agressives. Et sur qui il pourrait les libérer ? Sur une victime. Il ne le fait pas gratuitement, il le fait dans l'espoir d'obtenir quelque chose en retour. S'imposer. Il faut savoir que souvent le bourreau, persécuteur, a été un sauveur déçu et qui ne sait tellement plus comment s'y prendre qu'il a décidé d'employer la manière forte. Je vais vous donner un exemple concret parce que ça peut être un peu confus ce que je vous dis. Par exemple, votre amie Françoise, qui vit une relation toxique et qui n'arrête pas de se plaindre, et vous avez tenté 99 fois de la sauver, de lui expliquer gentiment, etc. Sauf qu'au bout de la 100e fois, vous lui faites bien comprendre que c'est de sa faute, qu'elle a toujours été nulle, et vous déversez toute votre agressivité, tout ce que vous avez gardé en vous et que vous n'avez jamais osé lui dire, vous lui déversez. Ou bien encore une victime qui a décidé de se protéger et se venger. Par exemple, votre copine Karine qui s'est toujours dirigée dans des relations pour sauver justement le mec avec qui elle était. Parce qu'il a eu une enfance compliquée, parce qu'elle lui trouvait toujours des excuses et que c'était jamais de la faute du jeune homme, mais que voilà, c'était les circonstances de la vie, donc elle s'est toujours positionnée dans ses relations en sauveuse. Et sauf que là, c'est la fois de trop, le garçon avec qui elle est la fait souffrir, mais un maximum au point qu'elle arrive à un niveau de saturation. Et là, votre copine Karine, qui a tellement souffert et s'est jurée au final de faire souffrir tous les mecs qui croiseraient son chemin. Donc le persécuteur n'a conscience que de ses propres besoins et a tendance à nier ceux des autres. En vrai, c'est qu'un rôle parce qu'il cache une personnalité qui est pétrifiée de peur face aux relations. Et justement, il croit se défendre, mais se défendre face à un ennemi qui est imaginaire au final. Il a donc besoin d'une victime pour se sentir capable et se sentir fort. Voilà, c'est un sentiment de domination. Il a besoin de ce sentiment de domination. Attention, le persécuteur peut être une addiction, une maladie, c'est pas forcément une personne. Dans la série du jour, donc Squid Game, le persécuteur est représenté par la société sud-coréenne. Il ne faut pas oublier que Squid Game, c'est avant tout une satire sociale qui dépeint une société de plus en plus inégalitaire entre une classe populaire surendettée et des riches de plus en plus riches. Alors à partir des années 90, la Corée du Sud a connu une forte croissance et en 2020, elle fait partie des pays de l'Organisation de coopération et de développement économique dont les inégalités ont augmenté le plus rapidement. Parmi les 7 personnages, 4 cas symboliques sont mis en exergue et je vais vous les présenter. Donc on a Seong Ji-hoon et sa mère. Nous savons que Seong a été licencié
Il a perdu son emploi et a été licencié, ce qui l'a obligé à retourner vivre chez sa mère, qui est âgée d'un peu plus de 70 ans et qui elle-même est obligée de travailler pour subvenir à ses propres besoins et désormais ceux de son fils. Alors, cette vieille dame va tomber malade et sera obligée de renoncer à des soins faute de moyens financiers. Rien que dans cette famille, il y a 2 problématiques qui sont soulevées, l'assurance chômage et l'assurance maladie. Elles existent en Corée du Sud, mais sont peu développées. Alors, ce qui donne l'impression que les citoyens n'ont pas le droit à l'erreur, finalement, que ce soit au niveau de la perte de l'emploi ou de la maladie, sous peine de voir leur vie basculer dans la pauvreté. On a Kang Se-biok, je ne sais pas si je prononce bien, donc c'est la réfugiée nord-coréenne qui a besoin d'argent pour payer les passeurs qui doivent faire venir ses parents. Elle incarne, la difficulté rencontrée par les immigrés nord-coréens qui connaissent des difficultés à s'intégrer dans la société sud-coréenne. Nous avons également Ali Abdul, le travailleur migrant originaire du Pakistan qui est venu avec sa famille pour vivre son rêve sud-coréen. Un rêve qui s'avère être une déception parce qu'il est victime d'abus de la part de son employeur qui ne le paye pas malgré les heures de travail effectuées. Il va avoir un accident du travail qui ne sera pas déclaré et qui va lui valoir de perdre l'usage de ses 2 doigts. Cho Sang-woo, alors lui c'est un cas particulier parce qu'il est destiné à un brillant avenir. Il est allé à l'université, c'est un peu la fierté de son quartier. Il avait un bon poste dans la finance, mais suite à un mauvais placement, il s'est retrouvé endetté et s'est mis à dilapider l'argent de ses clients. Cho Sang-woo mène une double vie. Donc, celle où il ment à ses proches, il leur fait croire que tout va bien et qu'il voyage beaucoup pour son travail, ce qui le rend peu disponible pour les visiter, et une seconde vie de fugitif où il est activement recherché par la police. C'est un peu la honte de l'échec que ce personnage incarne. A-t-on le droit d'échouer sans se sentir coupable et en avoir honte ? Parce qu'en fait, cette société, elle impose une charge mentale pour pousser, une forte charge mentale pour pousser justement à la réussite. Alors, dans le 3e angle du triangle, vous allez pouvoir noter sauveur. Voilà, le dernier axe sauveur. Alors son but, c'est de chercher à dominer en se rendant indispensable aux yeux des autres. Autrement dit, les autres sont faibles, je dois les aider. Il vole au secours des autres sans qu'on ne lui ait rien demandé. Vous vous souvenez de l'exemple que j'ai pris un petit peu plus tôt, celui de Karine, qui est devenue bourreau. Mais avant, elle était sauveuse. Elle se mettait en relation avec des hommes qui avaient un passé complet, qui avaient une vie complexe et qui avaient besoin d'être sauvés pour retourner dans le droit chemin. L'intérêt du sauveur est bien plus évident, puisque devenir sauveur, c'est tenir un rôle plutôt gratifiant. Ça permet d'avoir une belle estime de soi, auprès de soi-même et des autres. C'est quelqu'un qui cherche la reconnaissance et surtout la confiance des autres. Le plus jouissif pour un sauveur, c'est d'avoir quelqu'un qui dépend de lui et ça lui permet d'être dans le contrôle de cette personne. Le sauveur dans Squid Game est représenté quant à lui par les organisateurs du jeu qui imposent leur aide à des personnes dans le besoin, qui dans un premier temps ne les ont absolument pas sollicitées. J'ai même envie d'utiliser un mot commercial, ils vont jusqu'à les démarcher, les prospecter, comme on a pu voir dans le train, dans la gare, où des hommes en costume viennent aborder Seong pour lui proposer de jouer à un jeu. Le sauveur, comme on l'a vu précédemment, pense agir dans l'intérêt de la victime, mais il agit avant tout et surtout pour lui, pour oublier ses propres besoins insatisfaits. Dans le cas de Squid Game, on parle du divertissement. J'organise un jeu pour sauver les victimes de pauvreté dont l'issue est soit de devenir riche, soit de mourir. Dans les 2 cas, je leur rends service. Parce que ne vaut-il mieux pas mourir dans une société où la survie engendre plus de déshonneur et de souffrance que la mort ? Quoi qu'il en soit, je crois rendre service. Et il semblerait que ce soit la manière de penser de l'un des organisateurs, Ho Il-nam, qui est le joueur numéro 1, parce que sur son lit de mort, il va utiliser une phrase « parier sur la vie ».
Il y a par-delà une évidence du mépris qu'il peut porter aux gens qui ne sont pas issus de sa classe. En réalité, Squid Game, c'est un vaste jeu qui n'a qu'un seul et unique but, divertir les VIP ultra riches. Dans l'épisode intitulé Jour de chance, Oh Il-nam demande à Seong s'il connaît la différence entre quelqu'un qui a absolument rien et quelqu'un qui a beaucoup trop d'argent. Et il finit par lui répondre que vivre n'est amusant pour aucun des deux. Il lui dit que lui possède beaucoup trop et que tout lui paraît désormais ennuyeux, au point que ses clients ont fini par lui dire la même chose, qu'ils n'avaient plus du tout de joie de vivre. Alors, ils ont tous fait une réunion ensemble pour en discuter et c'est ainsi que leur est venue cette idée de jeu. Le but étant de se divertir. Le divertissement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est détourner quelqu'un de quelque chose, faire que ses pensées se tournent ailleurs. N'est-ce pas ce que font les maîtres du Squid Game ? Le sauveur n'a donc plus d'intérêt à ce que la situation de la victime ou des victimes s'arrange. Si le problème prend fin, il n'a plus de raison d'exister. Tout comme les organisateurs des Squid Games, s'il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de jeu. Alors ce qu'on vient de voir là, c'est la représentation du triangle dramatique, souvent appelé le triangle de Karpman. C'est un scénario relationnel qui se joue inconsciemment lors de nos interactions avec les autres. C'est un jeu psychologique qui se répète indéfiniment tant que on n'en prend pas conscience. Il ne faut pas oublier que la victime n'existe pas sans bourreau et sans sauveur, que le sauveur n'existe pas sans victime et sans persécuteur, et enfin que le persécuteur n'existe pas sans victime et sauveur. Chacun nourrit l'autre et y trouve son propre intérêt. En effet, chacun se complaît dans son rôle, même si il peut parfois être inconfortable et bien souvent source de conflit. C'est aussi également le jeu des chaises musicales, parce qu'en fonction du contexte, des personnes, des interactions et des circonstances, on peut changer de rôle. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans une situation précise avec des gens précis est victime, dans une autre situation avec d'autres types de personnes peut être bourreau. Voilà, il n'y a pas de place prédéfinie à vie, par exemple. Ou en fait, on a tendance à changer de rôle lorsque la situation devient intenable pour l'un des protagonistes. Ça le pousse alors à changer de rôle, et par la même occasion, les autres aussi changent de rôle. On a vu tout à l'heure l'exemple de Karine qui était sauveuse dans ses relations de couple, et au final, elle s'est tellement fait avoir qu'elle a décidé de changer de place et de devenir bourreau. Le triangle de Karpman, c'est la base de la plupart de nos relations sans qu'on en ait véritablement conscience. Ça agit de manière sournoise et subtile. Là où c'est plutôt flagrant de l'observer, c'est dans les émissions de télé-réalité. Je vais plutôt parler des télé-réalités américaines parce que je vous avoue, celles françaises, je ne les connais pas du tout. Donc, une émission qui s'appelle Selling Sunset. Donc, on suit des agents immobiliers qui vendent des maisons de luxe. Et derrière ça, on a en trame de fond leurs histoires personnelles, leurs dramas. Il y a un personnage, celui de Christine, qu'on voit au tout début des saisons, qui est véritablement le bourreau dans son équipe et qui progressivement, au fil des saisons, devient à la position de victime. Il ne comprend pas pourquoi tout le monde la déteste, pourquoi tout le monde lui en veut. C'est quelqu'un qui n'assume pas ses responsabilités parce qu'effectivement, tout le monde la déteste parce que, bien avant, c'était un bourreau. Voilà. Et dans les télé-réalités, c'est beaucoup plus flagrant dans le sens où les traits sont grossis. On est obligé de grossir le trait pour que ça ait plus d'impact sur le public, qu'il y ait une audience qui suive et qui ne s'ennuie pas. Comment sortir du triangle de Karpman ? Déjà, pour sortir d'une situation, quelle qu'elle soit, il faut d'abord en avoir conscience, parce que le déni n'a jamais aidé. Et se demander quel rôle on a. Voilà, comme je l'expliquais tout à l'heure, en fonction des situations, des personnes, on n'aura pas le même rôle. Par exemple, voilà, dans votre fratrie, peut-être que vous êtes la victime, mais dans votre groupe d'amis, peut-être que vous êtes le sauveur. Donc c'est en fonction de la situation que vous souhaitez gérer, c'est vous dire quel est votre rôle et pourquoi vous avez ce rôle, quel est votre intérêt en adoptant ce rôle. Parce qu'en révélant votre intérêt, vous allez mettre en perspective la situation.
Pas forcément la résoudre, ni arrêter le jeu, mais juste prendre pleinement la mesure de votre rôle. Dans un second temps, vous allez adopter des comportements qui vous permettent de vous en sortir. Ça ne va pas se faire d'un coup, parce que c'est plutôt difficile de sortir d'une situation d'un coup, mais ça va se faire progressivement en vous fixant des objectifs. Une victime, par exemple, va devoir apprendre à cesser de se plaindre et assumer la part de responsabilité qu'elle a dans les événements de sa vie. Elle va devoir résoudre en elle ce qui provoque ce besoin de constamment s'apitoyer. Attention, disclaimer et mauvaise interprétation, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent se dire, dans ce cas-là, quelqu'un qui se noie, c'est une victime, et celle qui intervient, c'est son sauveur, et donc ça voudrait dire que l'eau est le persécuteur. Non, la situation du triangle de Karpman ne s'applique pas aux situations d'urgence comme celle que je viens de décrire plus haut, quelqu'un qui est en train de se noyer, ni aux situations où les personnes ne peuvent prétendre à s'occuper d'elles-mêmes, tout ce qui est accident commun. Donc il faut faire la différence, parce que la confusion est sémantique entre la position de sauveur, qui est un choix inadapté dans une situation, et la position du sauveteur, qui est une réaction adaptée à la survie d'une personne en réelle difficulté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. Et je serai ravie, comme toujours, de lire vos avis. Donc n'hésitez pas à commenter et puis à me dire si vous avez déjà expérimenté le triangle de Karpman et si vous en avez eu conscience, et dans quel rôle vous avez joué et comment, surtout, vous avez fait pour vous en sortir. Voilà, n'hésitez pas à tout écrire dans les commentaires et puis ce sera l'occasion de discuter, d'échanger et de vous découvrir. Notez le podcast 5 étoiles s'il vous a plu, ça permettra à d'autres personnes de le découvrir et en attendant, je vous souhaite une excellente journée et une bonne semaine. À bientôt, au revoir.